Donc, bonjour tout le monde. Je vous présente ça à l'instant. Voilà, donc je m'apprête à vous présenter un travail, oui, c'est moi qui ai un peu la porte-parole de tout ça, mais ça ne s'est pas fait seul. On a été une grande équipe là, à travailler là-dessus, notamment Mila, différents chercheurs à l'Obvia, on a Ivado puis la Grix également qui nous ont accompagnés. Moi, je viens un peu présenter les résultats préliminaires. Donc c'est ça, moi en fait, je m'appelle Viviane, je suis coordonnatrice à l'Axe Éducation et Capacitation avec mes co-responsables Nadia et Chris. Puis en fait, en gros, on est à l'Obvia, qui est un acronyme pour l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Puis en gros, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les différents chercheurs dans les cégeps et les universités au Québec pour s'assurer de bien encadrer le développement de l'IA et de le faire de façon responsable. Donc, je vais être très originale, comme vous pouvez le constater pour ma présentation. Ça va se faire en 4 temps. En gros, je parle de la problématique. Pourquoi un encadrement éthique de l'IA en éducation? Ensuite, je vous parle de la méthodologie, comment on est arrivé à créer l'outil en question. Il n'est pas encore complet, mais on va vous présenter ensuite les résultats préliminaires. Et finalement, je fais une petite discussion pour vous présenter quelques constats et limites qui ont été constatés au travers de l'exercice. Donc, pour ce qui est de la problématique, comme vous le savez, il y a vraiment un grand engouement du développement de l'intelligence artificielle un peu partout dans le monde. Pardon. Donc, parmi les développements, oui, on peut penser à des aspects plus positifs du développement de l'IA. Je pense entre autres au fait d'utiliser des agents conversationnels pour soutenir psychologiquement les étudiants ou les élèves, que je pense à des modèles prédictifs pour mieux accompagner les différentes administrations pour tenter de prévenir le décrochage scolaire. Il y a plusieurs applications possibles. Certaines ont été des succès, d'autres ont été plutôt des échecs. Je vous en présente quelques-unes juste pour garder en tête d'où est-ce que ça vient, cet encadrement éthique. Donc, je pense entre autres au projet InBloom qui s'est passé aux États-Unis de 2011 à 2014. En gros, on voulait centraliser les différentes données éducatives à propos des élèves aux États-Unis. En faisant ça, le projet, ça s'est fait trop rapidement, sans réel encadrement, puis il y a eu un certain manque de transparence. Donc, la population, surtout différentes organisations parentales, se sont opposées au projet. Puis, en 2014, ils ont dû mettre la clé sous la porte et après plusieurs millions de dollars investis, on a dû arrêter le projet. Il y a aussi Ofcal, peut-être vous en avez entendu parler au Royaume-Uni. Donc, en 2020, pendant la pandémie, il y a certains étudiants qui ne pouvaient pas, en fait, à cause des mesures sanitaires, ils ne pouvaient pas faire leurs examens d'entrée au collège, donc le A-Level. C'est pour ça qu'on a décidé de créer un algorithme qui pourrait prédire les résultats pour ensuite déterminer qui allait être accepté ou non dans les collèges. Le problème, c'est que ça s'est fait, encore une fois, très rapidement avec un certain manque de robustesse. Il y a eu un manque aussi d'accessibilité des données parce que pour avoir l'explication derrière les résultats, il fallait payer au début et c'était très complexe de comprendre les résultats. Puis, l'élément vraiment principal qui était ressorti, c'est qu'il y avait beaucoup de biais de discrimination. Donc, moi, si on avait un élève qui venait d'une école en milieu défavorisé, même s'il avait d'excellents résultats scolaires, simplement parce qu'une des variables qui était utilisée, c'était le niveau de défavorisation. Il y avait peut-être certains risques pour que cet élève-là, malgré d'excellents résultats, ne soit pas accepté dans certains collèges à cause de ces algorithmes-là. Finalement, on a en Suède, en 2019, on a décidé d'utiliser une intelligence artificielle de reconnaissance faciale pour aller faire la présence. On a fait un projet pilote dans une école et on voulait faciliter le processus de prise de présence en reconnaissant le visage des élèves. Bien évidemment, comme vous pouvez y réfléchir, il y a plusieurs enjeux, notamment le fait d'utiliser des données sensibles, c'est-à-dire des données biométriques, le visage des élèves, sans qu'il y ait vraiment un réel encadrement plus sérieux quant à ces données-là. Puis l'autre élément aussi qui était ressorti, c'est qu'il n'y avait pas d'études d'impact qui avaient été pris en compte. Donc, face à ce projet, malgré les bénéfices, on a mis fin à ça. Et il y a encore une fois plusieurs milliers de dollars qui ont été investis pour rien. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir au niveau du milieu de l'éducation à quel point on ne peut pas juste se baser sur la bonne volonté des différents acteurs du milieu de l'éducation, il faut nécessairement un encadrement éthique de cette intelligence artificielle-là. Et quand on regarde, ce n'est pas juste au niveau de l'éducation, c'est vraiment partout dans les différents domaines et dans le monde que ces réflexions-là ont pris vraiment de l'ampleur. Donc,
il y a des chercheurs, là, Tidjon puis Combe, qui sont allés voir les cadres éthiques là, qui cherchent à encadrer de façon responsable l'intelligence artificielle, à quoi ça ressemble. Ils ont dénoté en 2016 et 2022 plus de 350 cadres éthiques partout dans le monde disponibles. Qui venaient de différentes sources. Donc, par exemple, on pense à la Déclaration de Montréal, de Mila, ou on pense entre autres à l'encadrement éthique de l'UNESCO, de l'UNICEF. Donc, il y a eu plusieurs cadres éthiques qui ont été mis de l'avant, du privé, d'organisations intergouvernementales et différentes autres sources. Et quand on a regardé les contenus, il y a plusieurs éléments qui sont ressortis de ces cadres éthiques là, qui cherchent à encadrer, par exemple, la vie privée, la transparence, le développement soutenable, comme ça avait été soulevé là, ce matin. Et quand on regarde les contenus, il y a plusieurs points qui ressortent, notamment la variation dans la nature de ces cadres-là. Certains cherchaient à être plus fondamentaux, plus généraux, d'autres cherchaient plutôt à être pratiques, puis vraiment recommander des éléments concrets quant à comment on pouvait encadrer le développement d'intelligence artificielle. Et également, quand on regardait les valeurs puis les principes, il n'y avait pas de consensus au niveau des cadres éthiques, donc il y avait vraiment une grande diversité de choix, puis des fois même, pour un seul terme, on utilisait plusieurs termes différents. Je pense à transparence, explicabilité, interprétabilité, donc il y avait vraiment une grande variété des choix et il n'y avait pas encore un consensus à cet effet. C'est pour ça que quand on regarde ces cadres, il y a plusieurs angles morts qui ressortent. Parmi les principaux, on peut constater qu'il y a des valeurs, des principes qui sont grandement sous-représentés. Je pense surtout là, à la valeur de la solidarité qu'on retrouve très peu dans les cadres éthiques en IA. Il y a aussi la valeur du développement soutenable. On n'en parle pas nécessairement, mais c'est vraiment une valeur qui est importante à considérer. Et un autre angle mort qui a été constaté, c'est le manque de contextualisation. Donc, quand on regardait les sources des différents cadres éthiques, ça venait surtout de différents pays qui étaient, et certains autres étaient sous-représentés. Je pense entre autres là, aux pays du Sud global qui étaient moins impliqués dans le développement de ces outils-là. Et l'autre manque de contextualisation qu'on peut constater, c'est le fait que c'est des outils qui sont plus généraux, qui ne sont pas réfléchis pour chacun des domaines. Donc, on pense au milieu de l'éducation. Oui, ils sont intéressants, mais il y a plusieurs éléments qui ne sont pas pris en compte dans ces cadres-là. Au niveau de l'éducation, on ne pense pas nécessairement au fait qu'on travaille avec une population considérée par certains comme vulnérable. Donc, il y a plusieurs données qu'on utilise pour les systèmes en intelligence artificielle qui viennent des élèves, des enfants, puis il y a des mesures supplémentaires qui doivent être prises en compte. On n'en parle pas dans la plupart des cadres éthiques. Même chose aussi, c'est quand même une population, les parties prenantes du milieu de l'éducation ont pas nécessairement une littératie numérique et surtout en intelligence artificielle qui est très avancée parce qu'on est moins directement touché par ce milieu-là. Donc, il faut considérer comment on peut accompagner et sensibiliser les parties prenantes en éducation quant à l'utilisation et l'éthique et les enjeux qui en découlent. Et aussi, d'autres points, là, surtout la qualité de l'éducation et la possible uniformisation des pratiques. Donc ça, c'est un autre enjeu qui peut ressortir. On veut développer des cadres éthiques avec différents acteurs, mais ces acteurs-là, par exemple, des équipes conceptrices, ne sont pas toujours, ne comprennent pas bien les implications des courants pédagogiques et des différentes pratiques probantes en enseignement puis en apprentissage. Puis aussi, des fois, les systèmes peuvent recommander certaines pratiques qui peuvent mener à une uniformisation de ces pratiques-là plutôt que d'encourager une diversité d'entre elles. Donc, c'est pour ça que, on est arrivé avec, à l'Obvia, la possibilité de créer un outil d'encadrement éthique propre au milieu de l'éducation et aussi propre aux caractéristiques spécifiques du Québec. Donc, cet outil-là n'est pas arrivé de nulle part. Là. En gros, il se base sur 4 aspects, donc 4 piliers principaux. On est allé chercher dans la littérature scientifique, on est allé voir les cadres, les outils d'encadrement éthique qui étaient déjà disponibles. On est allé voir les impératifs légaux, surtout au Québec, qu'est-ce qu'il en était pour l'encadrement. Et finalement, on s'est basé aussi sur les 7 principes éthiques de l'IA, qui est un outil qu'on a développé à l'Observatoire à l'Obvia pour mieux encadrer le développement. Puis ça, c'est notre équipe de l'Axe éthique qui a développé ça avec différents éthiciens, juristes et chercheurs dans le domaine. Donc, la littérature scientifique, je ne vous lirai pas tout ça au complet, là, ça peut être vraiment lourd, mais en gros, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que la littérature scientifique dit que c'est important, il y a des enjeux éthiques possibles en intelligence artificielle, mais on ne sait pas encore comment exactement on peut l'encadrer. Il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus, c'est pour ça qu'au travers du travail, on est allé regarder ce qui se faisait au niveau de la santé, puis aussi en ce qui concerne là, le Learning Analytics, qui est plus des algorithmes qui ne sont pas en intelligence artificielle, qui sont plus en intelligence numérique,
mais qui réfléchissent déjà à des enjeux propres aux données. Donc, on est allé voir sur ce plan-là. Pour ce qui est des cadres, beaucoup de cadres qui sont possibles, mais certains qui sont propres au milieu de l'éducation. Le plus intéressant que j'ai constaté dans cette longue liste-là, c'est celui de l'UNICEF, les orientations stratégiques sur l'IA destinées aux enfants, parce qu'il réfléchit vraiment à tous les enjeux propres au fait d'utiliser des données en lien avec les enfants, puis comment on peut protéger et s'assurer que les systèmes en intelligence artificielle qu'on développe cherchent à encadrer ça, puis cherchent à mettre de l'avant le droit des enfants. Aussi, différents impératifs légaux, le principal qui ressort parmi ceux-là, c'est la loi sur l'accès aux documents des organismes publics sur la protection des renseignements personnels. C'est une loi qui est arrivée là, en septembre 2022, puis jusqu'en 2024, c'est mis de l'avant, mais ça cherche vraiment à augmenter puis à préciser comment le développement de systèmes en intelligence artificielle doit s'assurer de respecter les données sensibles et personnelles, notamment des élèves. Donc, c'est vraiment aussi le cadre, c'est pas juste un cadre éthique qu'on cherche à mettre de l'avant, mais un cadre législatif, un cadre juridique. Et finalement, on a ces 7 principes. Inquiétez-vous pas, on va tous les regarder ensemble, mais ce sont 7 principes qui sont disponibles sur le site de l'OVIA. En gros, c'est un travail de longue haleine qui a été fait où nos chercheurs à l'OVIA sont allés chercher l'ensemble des cadres éthiques qui étaient disponibles, en fait, la grande majorité, et ensuite, ils ont fait ressortir les principes qui ressortaient le plus, puis aussi les principes qui cherchaient à pallier les différents angles morts dont je parlais avec vous. Donc, ce cadre-là a été fait par notre équipe, puis moi, je suis partie de là pour la création de l'outil en question. Donc, allons-y maintenant avec les résultats. Différents éléments. D'abord, pour ce qui est des résultats, l'outil, il ressemble à quoi? Donc, d'abord, la première chose, ce n'est pas un outil qui sort de nulle part. Il y a eu une grande collaboration avec notamment le Centre d'expertise en intelligence artificielle. Je suis d'ailleurs très contente de voir certains de mes collègues derrière qui ont collaboré puis qui ont soutenu le développement de ce projet-là. Donc, on a le ministère de l'Éducation, on a Mila, Ivado, Ovia, puis différents chercheurs en éducation qui nous ont accompagnés pour faire ça. Et l'outil en question, c'est un outil qui est à la fois informatif, réflexif et pratique. Informatif dans le sens qu'on apporte différentes considérations propres au monde de l'intelligence artificielle, propres au monde de l'éducation, puis aussi propres au monde juridique. Réflexif, on essaie de mettre de l'avant aussi les différentes tensions qui peuvent ressortir quand on veut utiliser un système en intelligence artificielle pour comprendre qu'est-ce qui est impliqué là-dedans. Puis, on apporte aussi différentes questions qu'il faut absolument se poser quand on se dit, moi, je veux développer ça, je veux développer une IA, comment je m'y prends? Puis, finalement, pratique, on propose des obligations légales pour s'assurer de respecter les différentes lois, puis aussi des recommandations plus de type éthique là, pour répondre aux différents points que je vous avais mentionnés. Donc maintenant, allons-y avec les différents principes. Là, je vous le dis tout de suite, je ne voulais pas vous faire une liste d'épicerie de toutes les recommandations parce que ça peut être long, ça peut être redondant. Je viens du milieu de l'éducation, donc je voulais que ça soit quand même pédagogique et intéressant. Donc, c'est un peu les faits saillants qui sont ressortis du cadre éthique. Donc, au niveau de la robustesse, de la sécurité, le point principal à garder en considération, c'est les données personnelles et sensibles des élèves. Donc, par exemple, l'identité de l'élève, les coordonnées de l'élève, des parents, la date de naissance, ce sont toutes des données auxquelles il faut faire attention quant à l'encadrement. Donc, il y a plusieurs mesures qu'on recommande, entre autres, avoir un protocole de conservation, vraiment dire, c'est quoi la durée de vie des données qu'on va utiliser, puis que ces données-là ont aussi une fin de vie. Quand on ne les utilise plus pour quelque chose qui est utile, ce pourquoi on les avait cueillis, il faut les détruire, donc il faut le préciser dans un document. Aussi, protocole d'accès, c'est qui a accès à ces données-là exactement? C'est quoi les mesures qui sont utilisées pour encadrer ça? Puis, comment on forme les responsables qui vont accéder à ces données? On recommande aussi de créer un comité puis de nommer un responsable dans chacune des entités. Donc, je suis un centre de services scolaires, je veux créer une intelligence artificielle, il faut que je nomme un responsable, la protection des renseignements personnels et sensibles. Et cette personne-là doit vraiment superviser l'ensemble des mesures pour assurer qu'il y ait un bon encadrement des données sensibles, puis aussi pour assurer que, notamment s'il y a des incidents comme une fuite de données personnelles, ça puisse être intégré dans un registre. Pour ce qui est de la vie privée, il y a différentes mesures aussi à considérer. Donc là, entre autres,
Un des éléments qui est le plus intéressant dans le milieu de l'éducation, c'est que c'est la mesure de consentement. Pour aller chercher des données, il faut avoir le consentement. On pense beaucoup au consentement des parents, mais au Québec, l'âge de consentement, c'est 14 ans. Donc, dès que notre élève a 14 ans et plus, c'est à lui qu'on doit aller chercher le consentement en question. Donc, bien évidemment, on ne va pas aborder avec lui la même façon qu'avec un adulte, comment on va le sensibiliser, comment on va l'informer, puis comment on va aller recueillir ça. Surtout que, fait intéressant, dans la littérature scientifique, on a remarqué que c'est une population qui est plus conservatrice pour la protection de ces données, les élèves de moins de 18 ans, que les parents ou les adultes. Donc, il faut aussi considérer comment on va apporter ça avec eux. Il y a aussi la mesure de droit de rectification puis droit de désindexation. Si on veut développer un système en intelligence artificielle, on doit s'assurer que l'élève, le parent ou l'élève de 14 ans et plus, s'il croit qu'il y a des données qui sont erronées, il demande à ce que ça soit rectifié. Puis s'il veut, en cours de route, il ne veut plus que les données de son élève ou ses propres données soient utilisées pour le système en intelligence artificielle, il a le droit de demander à ce que ça soit retiré. Il faut mettre ça de l'avant, puis il faut mettre en place des protections. Aussi, on pense à l'explicabilité puis la transparence. On recommande d'utiliser des méthodes algorithmiques d'explicabilité qui sont adaptées aux usagers. Donc, on ne veut pas juste expliquer qu'est-ce qui se passe dans le système en intelligence artificielle parce que ce n'est pas tout le monde qui a une formation dans ce domaine-là. On veut plutôt vraiment penser à c'est qui nos usagers qui n'ont pas toujours beaucoup de temps puis qui n'ont pas nécessairement une littératie numérique très avancée pour développer vraiment des méthodes qui sont simples à comprendre mais qui sont très représentatives de qu'est-ce qui se passe dans le système, c'est quoi les données qui sont utilisées, de quelle façon, pour vraiment lui permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe. On recommande aussi de sensibiliser, parce qu'on pense beaucoup au phénomène de la boîte noire, qu'est-ce qui se passe dans notre intelligence artificielle, mais il y a tout ce qu'il y a autour également qu'il faut soutenir l'explicabilité. Donc, il faut sensibiliser le public au système en intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on veut faire, comment ça se développe, puis il faut aussi soutenir la littératie numérique de l'ensemble des acteurs. C'est quoi les enjeux éthiques? C'est quoi les opportunités d'un système en intelligence artificielle? C'est quoi mes responsabilités face à ça? Principe 4, équité, non-discrimination, inclusion. On en a parlé tantôt, mais en ce qui a trait la qualité, l'accessibilité puis la taille des données. En éducation, les données sont disponibles vraiment à plusieurs paliers, puis pas toujours à des temps au même moment. Donc, il faut réfléchir à comment on veut, en amont, c'est quoi les données qu'on veut utiliser, puis s'assurer qu'elles soient de qualité accessible, puis aussi, en ce qui concerne la taille, surtout pour les élèves qui sont de groupes marginalisés, parfois on n'a pas assez de données à leur égard, donc il faut se questionner si on veut utiliser ces données-là, puis éviter qu'il y ait de possibles biais. C'est pour ça aussi qu'on recommande de mettre en place des méthodes algorithmiques de débiaisage pour voir s'il y a des biais possibles qu'on peut renforcer par notre système, puis modifier par la suite. Puis, un autre élément, on pense à ce qui se passe à l'intérieur de notre système, mais il y a ce qu'il y a autour également. On pense à l'accessibilité aux équipements, puis aux informations. On a des parents qui n'ont pas toujours une littératie numérique et littératie avancée. Comment on peut s'adresser pour s'assurer qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe quant aux données qui sont utilisées? On a des parents qui parlent pas, dont la langue maternelle n'est pas le français. Il faut y réfléchir. On a des parents qui n'ont pas les outils technologiques nécessaires pour aller chercher cette information. Il faut aussi penser à comment on peut rendre ça accessible auprès de ces parents-là. Pour ce qui est du bien-être, du développement soutenable et environnemental, on en a parlé, mais il faut réfléchir à l'efficacité énergétique puis l'économie circulaire qu'on doit mettre au sein du système en éducation. Mais il y a aussi le droit des enfants qu'on doit mettre de l'avant. Je parlais tantôt de la littératie numérique. On doit soutenir les acteurs pour développer cette littératie, mais il faut aussi réfléchir à comment les équipes conceptrices qui viennent plus du milieu du génie, de l'informatique, etc., il faut les sensibiliser aux droits des enfants, il faut les sensibiliser à la littérature pédagogique, qu'est-ce qui se passe en éducation, ce sont quoi les bonnes pratiques en enseignement puis en apprentissage. Aussi, on a l'autonomie. On recommande dès la conception d'impliquer l'ensemble des parties prenantes, donc le ministère de l'Éducation, les parties prenantes, surtout les parents, les élèves, les enseignants, les différents membres du personnel scolaire, notamment quand on veut développer, puis aussi les impliquer dans le développement du système. On parle aussi de prévenir un état de surveillance, parce qu'un des problèmes quand on veut développer un système en intelligence artificielle, c'est que ça peut donner une crainte chez surtout les élèves, les enseignants, de se sentir surveillés, puis de ne pas avoir droit à l'erreur. On ne veut pas mettre ça de l'avant, c'est pour ça que la plateforme, la façon dont le système est fait, on doit réfléchir à est-ce que ça leur permet d'améliorer leur pratique ou encore d'améliorer leurs chances de réussite, ou encore est-ce que ça leur fait sentir qu'on surveille les erreurs qu'ils vont faire, puis là, ils sont plus sensibles, alors qu'on sait qu'un des principes essentiels du milieu de l'éducation, c'est comment le droit à l'erreur, ça nous permet d'apprendre. Donc, on veut aussi valoriser ça dans le milieu. Et finalement,
dans tout système, quand il y a une prise de décision en intelligence artificielle, on veut que ça soit un humain, au final, qui a la prise de décision finale, puis qui s'assure que ça vient l'accompagner dans la prise de décision plutôt que de la prendre à sa place. Donc, il y a une sensibilisation aussi sur ce point-là. Et finalement, responsabilité, reddition de comptes, plusieurs points qui reviennent. Il faut définir les responsabilités de l'ensemble des acteurs du milieu de l'éducation quant à comment utiliser, c'est quoi leurs droits exactement, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement pour que ce type de système-là puisse améliorer le milieu de l'éducation et répondre aux besoins plutôt que d'apporter différents risques. On recommande aussi la fameuse étude ou évaluation d'impact qu'on doit faire tout au long du développement du système. Et je voulais aussi mettre l'avant les lanceurs d'alerte. On recommande aussi de sensibiliser le milieu à ce qu'il y ait des... Oh, pardon. Il faut sensibiliser les acteurs aux différents paliers pour que, si jamais il y a une fuite ou un risque possible, les personnes ils puissent sonner l'alarme et que les personnes au palier suivant puissent les écouter, prendre ça en considération pour éviter tout risque possible propre à l'intelligence artificielle. Finalement, quelques constats, j'y vais très rapidement, mais il faut considérer que les principes que je vous ai présentés, le but, ce n'est pas de tous les respecter, c'est plutôt de se dire, c'est quoi l'équilibre que je peux aller chercher? Parce que certains principes sont en tension. Par exemple, si je veux que mon système soit super robuste, ça risque peut-être de nuire à la vie privée, puis vice-versa, si je veux trop protéger les données, là, on a moins de données possibles pour entraîner notre modèle, ce qui peut le rendre moins robuste. Donc, comment on peut trouver un équilibre pour s'assurer que tous les principes sont bien respectés? Aussi, il y a toute la notion, oui, on veut mettre en place l'outil, mais on pense au fait qu'il y a un manque de temps chez le personnel administratif, puis un manque de ressources financières et humaines de manière générale. Donc, qui va être responsable de mettre ça de l'avant? Puis, où est-ce qu'on va soutenir pour que les personnes qui manquent de temps puissent pallier ça? Aussi, il y a une grande évolution de la recherche, mais surtout des impératifs légaux. Donc, notre outil, on veut vraiment qu'il évolue en fonction de ça. Il n'est pas comme seulement figé dans le temps. Je pense entre autres à la loi sur l'intelligence artificielle et les données au fédéral qui va sortir là, avant 2025. Il va falloir tenir compte de ça, mais il y en a plusieurs autres aussi qui risquent d'arriver. Aussi, c'est un outil où ce n'est pas de respecter à la lettre comme une liste d'épicerie, de cocher tous les ingrédients pour se dire « génial, c'est super, mon système, il est responsable ». On veut plutôt miser sur le jugement et la vigilance de tous les acteurs qui vont l'utiliser, notamment au travers d'une formation, puis aussi en encourageant le fait que ce ne sont pas des systèmes qui sont neutres, qu'eux ont le jugement final à comment ça se déroule. Et finalement, l'outil n'est pas parfait parce que c'est vraiment général à la province du Québec, mais il y a différentes variabilités. Là, je pense entre autres au fait que les SIA, les systèmes en intelligence artificielle qu'on utilise, ils ne répondent pas aux mêmes besoins, ils n'utilisent pas les mêmes méthodes. Donc, il y a aussi des précisions à cet égard que nous, notre outil ne va pas jusque dans tous les petits détails. Puis aussi, il ne s'adapte pas nécessairement aux réalités propres à tous les centres de services scolaires parce que chaque centre de services scolaires, chaque région a des particularités, même les établissements scolaires. Nous, c'est vraiment général à la province du Québec. Donc, c'est important aussi d'encourager ça puis de mettre ça de l'avant. Donc, voilà mes références. Merci beaucoup. Comme d'habitude, on passe à la séance des questions. Donc, si vous avez des questions pour Viviane, c'est le moment de lever votre main, de les poser. On parle beaucoup de ces sociétés de surveillance, Ouais. de laboratoire, de droit à l'erreur. Ouais. Mais on voit un peu dans la culture qu'on cherche à tout quantifier. Ouais. Et à un moment donné, on perd un peu ces visions-là. Donc, comment est-ce qu'on amène un peu les attentes de la société en général, de ce que les élèves veulent réellement qu'on conçoit ces idées-là, fondamentalement pour eux? Moi, je dirais qu'une bonne partie de la réponse, ça vient de la part de ces personnes-là. Je trouve ça intéressant, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'UNICEF. L'UNICEF fait beaucoup de travail pour mettre de l'avant la voix des enfants puis des élèves, puis leur perspective à l'utilisation notamment de l'intelligence artificielle. Ils ont fait ils ont demandé à plusieurs adolescents dans le monde c'est quoi leur perspective, c'est quoi leur préoccupation sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment intéressant de voir leur perspective. Il y a un intérêt, il y a aussi une certaine, il y a aussi une préoccupation quant à la quantification, mais c'est très nuancé comme propos, puis je trouve que c'est pour ça que c'est important quand on veut développer tout système, de se questionner quant à comment je peux impliquer les parties prenantes, pas juste les différentes personnes qui sont
toucher directement, mais aussi les personnes qui le sont par les données qui sont utilisées, et là, dans ce cas-ci, les élèves. Fait que je pense qu'une partie de la réponse, je ne l'ai pas entre mes mains, puis c'est vraiment un questionnement que j'ai quant à la possible quantification de l'éducation, puis le fait qu'on puisse perdre toute l'humanité qui peut émaner du fait d'enseigner. Quand on fait juste regarder des chiffres, ça ne met pas ça de l'avant. Donc, je pense qu'il faut être sensible, puis je pense aussi qu'en impliquant l'ensemble des parties prenantes, c'est un moyen qui est intéressant de mettre ça de l'avant, puis aussi de prévenir cette possibilité-là. Mais je pense que les deux peuvent vivre ensemble, mais il faut être très vigilant, puis il faut notamment avoir des personnes de tous les milieux, et notamment du milieu de l'éducation, qui s'impliquent pour s'assurer de respecter ça. Mais bonne question. Y aurait-il une seconde question? Tu parlais du droit de retirer son information. Ouais. Ouais. Le problème, c'est que souvent, on va entraîner des immenses modèles d'IA. On ne va pas vraiment les réentraîner à chaque fois que quelqu'un retire ses données. On perd un peu cette possibilité-là de retirer ses données si on sent comme acteur. Où est-ce que tu vois qu'il y a des améliorations à ça? Bien, j'ai comme l'impression que des fois, d'aller chercher le consentement avant l'entraînement, c'est un élément qui est important. Puis aussi, d'aller chercher le consentement, certains disent que les données, une fois qu'elles sont entraînées puis qu'elles ressortent du système en intelligence artificielle, sont considérées comme de nouvelles données. Donc, le résultat qu'on peut avoir. Donc, d'aller chercher le consentement de cette façon-là, c'est important. Mais le droit de désindexation, l'élément qui est aussi important à garder en tête, c'est que souvent, on se dit « Ah, mon Dieu, c'est dangereux, il faut que je retire mes données, l'intelligence artificielle, c'est pas bon. » Mais ça vient souvent d'idées préconçues de l'IA, alors plutôt que d'être de réelles idées qui sont basées sur qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, c'est pour ça que je pense aussi qu'une des parties des réponses face à ça, c'est la sensibilisation de la population et des personnes dont les données sont utilisées pour qu'ils comprennent d'où est-ce qu'elles viennent, ces données-là, comment elles sont utilisées, pour que, bien, au final, le droit, il soit informé avant de juste se dire « Ah non, je veux pas que ça soit utilisé, ça peut être dangereux. » Puis il y a tout ce travail-là en amont, je pense, qui permet pas de répondre à ça directement, mais qui permet de prévenir cette possibilité quant à l'entraînement, notamment des systèmes en intelligence artificielle. Puis aussi, il y a toute la notion là, du fait d'utiliser des données synthétiques ou d'anonymiser, qui peut être un moyen qui est intéressant, mais encore une fois, je suis totalement consciente, c'est pas parfait comme moyen, puis il y a toujours des possibilités quant au fait qu'il y ait des risques possibles, puis aux dérapages qui peuvent en retourner. Mais je dirais que ça serait peut-être ça les pistes de réflexion à garder en tête pour répondre à ça.